Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 26e édition de notre hebdo IT et Télécom. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, au sommaire de cette nouvelle édition, une étude à propos du milieu et du secteur, plus exactement de l'open source, fait par un venture américain et un éditeur de logiciels lui aussi américain. Oui. D'occasion un peu de regarder un peu comment ça fonctionne, ce qui se passe sur ce marché de l'open source. Alors effectivement, donc c'est la société d'investissement qui s'appelle Northbridge, avec un éditeur américain spécialisé dans l'open source, qui ont publié cette étude sur le sujet, qui fait un peu l'état des lieux. Et c'est vrai que ces derniers temps, le sujet de l'open source était passé un peu au deuxième plan. On parlait beaucoup plus spontanément de cloud, de mobile, de réseaux sociaux, Internet, etc. Mais finalement, et en particulier le cloud qui donne cette fausse illusion, fausse idée que derrière on est dans les nuages, mais non, derrière il y a du code. Et donc qui montre que finalement l'open source continue, comme mode de production et de consommation du logiciel, continue à se développer. Alors quelques chiffres, on ne va pas en donner trop parce qu'on s'y perdra assez vite, mais en gros 3 entreprises sur 4, donc c'est une étude qui a été faite auprès d'entreprises américaines et européennes, 3 entreprises sur 4 utilisent du code open source. Donc bon, évidemment c'est un peu général parce que c'est juste peut-être pour une toute petite application, et ça c'est utiliser du code open source, en tout cas c'est en progression. Et puis 2 entreprises sur 3 font du développement logiciel en mode open source. Et ça aussi c'est en croissance assez significative. Et également la proportion des entreprises qui participent à des grands projets open source dont on parlera tout à l'heure, mais enfin bon, par exemple ceux de la fondation Apache, et puis il y en a bien d'autres, est aussi en progression. Donc ça veut dire que vraiment autant il y a encore quelques années le mode propriétaire entre guillemets du développement du logiciel était vraiment prédominant, et il y a eu un basculement vers l'open source. Alors les grands projets open source qui sont cités par les décideurs interrogés, bon, on les connaît. Hein. Il y a OpenStack, il y a évidemment Linux, il y a Drupal, il y a PostgreSQL, donc il y en a quand même, il y en a un certain nombre qui sont très connus. Et d'ailleurs, paradoxalement, toute la galaxie Apache, et en particulier liée à tout ce qui est du Big Data, et on parlera du Big Data tout à l'heure, donc Hadoop et tous les projets satellites autour d'Hadoop n'ont pas été mentionnés, ce qui est un petit peu surprenant. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette enquête, c'est que en fait, l'image du logiciel open source a changé. C'est-à-dire que, en gros, il y a pas si longtemps, ce qui était mis en avant, c'était principalement le fait de pouvoir être indépendant de son fournisseur de logiciel, de l'éditeur, et puis de pouvoir entrer dans le code source et de faire les modifications qu'on souhaite. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a un déplacement qui est que les entreprises, quand elles sont à la recherche d'une solution, eh bien, elles regardent d'abord ce qui se fait dans l'open source, et puis elles se rabattent, entre guillemets, sur du logiciel propriétaire ensuite. Donc ça veut dire qu'un changement de démarche. Et puis, le logiciel open source est devenu beaucoup plus synonyme de richesse de fonctionnalités, devenu alors facilité de déploiement, ce qui pourrait être un peu étonnant parce qu'il y a tout un tas de SS2I dont c'est le métier de faire en sorte que en fait l'open source ça a souvent l'image de boîte à outils, et après l'implémentation est assez compliquée, mais finalement là il y a aussi une évolution, et puis c'est synonyme d'innovation. Donc il y a vraiment un basculement à la fois dans l'utilisation, dans la production du logiciel et dans l'image qu'a le logiciel open source. Et effectivement, si on regarde les très grands projets aujourd'hui, je dirais, qui concernent les entreprises, finalement ce sont des projets open source. Bon, alors évidemment, il y a tous ceux des logiciels propriétaires qu'on connaît, Microsoft, Oracle, bon. Mais bon, en gros, c'est un peu la continuation de l'existence. Mais les nouveaux projets qui sont apparus avec, par exemple, la vague du cloud, ce sont des logiciels principalement open source. Donc il y a vraiment une évolution qui est très, très significative.
Alors on parlait d'images à propos du ciel open source, on parle des DSI et aussi de leur image, avec une étude aussi assez non moins intéressante qui montre que les DSI ne doivent pas forcément rester dans leur coin, ce qu'elles ne font pas d'ailleurs, mais en tout cas elles ont finalement un vrai travail marketing à faire auprès des utilisateurs, auprès des directions générales pour s'aventurer vers de nouveaux horizons. Oui, alors effectivement, ça part un peu de l'idée du fait que, en fait, si on ne parle pas de soi-même, c'est peut-être les autres qui vont le faire. Pas forcément bien. Pas forcément bien en général, c'est ce qui se passe. Donc effectivement, c'est le SIGREF, en collaboration avec la société Talisker, qui à l'occasion des deuxièmes trophées du marketing de la DSI, donc on utilise maintenant cette expression qui est devenue assez répandue, a donc publié un petit rapport sur le sujet du marketing de la DSI. Alors dans les trophées, donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont candidaté pour ces trophées, et donc on va citer, il y a SNCF, donc c'est SNCF Réseau. C'est une sous-branche de la SNCF. Il y a la société Bonduel et puis il y a AXA Group Solutions, donc qui est une sorte de SS2I interne de AXA, qui ont été primés à cette occasion-là. Et donc à la fois soit pour des projets, je dirais, un peu généraux sur précisément un changement d'attitude de la DSI vis-à-vis de l'entreprise, soit sur des projets très ponctuels, par exemple mettre en place un catalogue de services qui soit compréhensible par les utilisateurs, parce qu'on le sait, les informaticiens aiment bien les acronymes, aiment bien les noms dont personne ne sait ce qu'ils veulent dire. Donc en gros, c'est donner des noms que les utilisateurs vont pouvoir comprendre, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Et donc cette idée du marketing de la DSI, finalement, ça correspond bien à l'évolution qu'a connue la DSI ces dernières années, à savoir que là où c'était en gros, il y a maintenant quelques années, mais c'était un centre de coût et principalement avec une fonction support. Aujourd'hui, c'est devenu un centre de service et puis éventuellement un centre de création de valeur pour l'entreprise. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il est absolument impossible pour quelque entreprise que ce soit, de lancer une nouvelle stratégie sans impliquer au premier chef. En gros, on va dire, alors on parle de numérique aujourd'hui, mais le numérique, en dessous, il y a de l'informatique. Et donc ça correspond vraiment à une ouverture de la DSI à la fois vis-à-vis de son entreprise, donc les utilisateurs finaux, et puis vis-à-vis de l'extérieur. Ça peut être des partenaires, ça peut être des fournisseurs. Et donc c'est dans ce sens-là que la DSI, c'est pour ça qu'on utilise le terme marketing de la DSI, en fait, c'est que finalement la DSI est considérée un peu comme une entreprise et qu'elle est donc en relation avec des clients et que donc elle doit faire son propre marketing. Donc ça veut dire mettre en place une véritable relation avec ses clients pour aller éventuellement, évidemment, répondre aux attentes et aux besoins, aller au-devant de ces attentes et puis communiquer, parce qu'on sait que finalement dire une chose une fois, ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. Il faut le répéter de manière récurrente pour que ce soit efficace. Donc c'est vraiment un changement d'attitude très très important et qui... on peut penser que les choses ont pas mal évolué et à cette occasion, le cabinet Devoteam a publié en novembre dernier, donc c'est tout récent et là on est sur des évolutions qui sont très longues, a publié un livre blanc sur le sujet qui montre qu'en fait les entreprises françaises et les DSI de ces entreprises ont encore beaucoup de progrès à faire puisque en gros elles donnent une échelle de 1 à 5, sur 1 elles font quasiment rien et 5 elles font à peu près tout ce qu'il faudrait faire et 80% sont au niveau 2 et 3. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc c'est vraisemblablement un sujet dont on reparlera. Très bien. Alors autre sujet qui sûrement passionnera nos internautes, le cloud public avec une étude sur les prix des clouds publics Europe versus États-Unis. Et là, pas de chance pour nous, Européens, c'est plus cher de ce côté-ci de l'Atlantique. Absolument. Alors, donc là, c'est une étude qui a été publiée par le cabinet 451 Research sur une étude sur le prix des services cloud. Alors, effectivement, en Europe,
en Amérique latine, aux États-Unis, en Amérique du Nord, on va dire pour simplifier, et en Asie-Pacifique. Alors, pour se consoler, on pourra dire que finalement, on est moins cher que... donc les services du cloud public sont moins chers en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Mais enfin, bon, c'est une mince consolation. Alors, pour faire cette étude, le cabinet, en fait, a sélectionné, a formaté un petit peu les offres. Donc, il y a déjà, en gros, deux types d'applications. C'est ils appellent ça un large basket et un small basket. Donc large basket, c'est en gros une grosse application qui nécessite une véritable infrastructure. Et puis le small basket, c'est une petite application qui correspond à en gros une application sur web avec éventuellement une machine virtuelle, enfin quelque chose d'assez léger. Donc ça, c'est les deux typologie. Et puis après, il y a en fait deux types de services. C'est le service à la demande. C'est en gros, c'est un service sans engagement. Donc j'ai besoin de temps de puissance de calcul pendant un mois. J'ai pas de contrat. Donc ça, c'est le premier item. Et puis le deuxième, c'est une démarche contractuelle. Donc là, c'est beaucoup plus formalisé. Et sur l'ensemble de tous ces paramètres, en fait, le différentiel de coût à notre défaveur, donc en faveur des utilisateurs européens, va de 7 à 19%. Donc c'est significatif. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on sait très bien que l'Europe n'est qu'un ensemble de pays, donc il y a des variations en fonction des pays, qui sont liées au fait que le cloud, c'est des data centers. Avec les data centers, il y a du foncier, il faut les construire, il y a le coût de l'électricité, tout ça. Donc il y a des différentiels au pays, mais je dirais qu'au niveau européen, la moyenne est celle-là. Et puis évidemment, après, la question se pose, et donc c'est là où le cabinet donne un certain nombre de conseils, de savoir finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin que mon fournisseur de cloud soit sur un territoire donné, ou est-ce qu'il peut être n'importe où? Alors s'il peut être n'importe où, si c'est pour une application qui n'est pas stratégique et tout, là effectivement il n'y a aucune raison de ne pas aller aux États-Unis se brancher directement. Si en revanche on a besoin, ne serait-ce que pour des raisons de protection des données, pour des raisons de support, parce que évidemment si vous êtes aux États-Unis le support va être en anglais, donc ça va peut-être pas être très très facile, pour des raisons de réglementation, là effectivement il faudra bien en passer par des options locales et éventuellement avec des fournisseurs étrangers. Malheureusement, dans ce domaine, ce sera plutôt le cas parce que des fournisseurs français, il n'y en a pas, même européens, il n'y en a pas des tonnes. Et donc, pour conclure, ça nous ramènera un sujet dont on a déjà débattu. Il y avait eu des initiatives de cloud souverain pour faire en sorte que précisément les entreprises françaises qui ont vraiment un besoin d'avoir une fourniture locale de ces services cloud puissent le faire. On a vu ce que ça a donné. C'était pas brillant, mais en tout cas, cette étude sera intéressante et pourra orienter les décisions des utilisateurs. Alors ça, c'était pour la semaine passée, pour la semaine en cours, la semaine à venir. Il y a un événement sur le Big Data qui se déroule en ce moment au Palais des Congrès à Paris, sur lequel vous allez, Guy. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, effectivement, c'est la 4e ou 5e édition de ce salon, donc ça commence à devenir assez mature. Et puis le Big Data aujourd'hui est un sujet qui est relativement connu de tous, quoique. Justement, à cette occasion, le cabinet Quantmetry a fait faire une étude auprès du grand public, parce que finalement, c'était pour voir un peu l'avancée. Évidemment, auprès des spécialistes, les gens savent ce que c'est. Des spécialistes, c'est-à-dire des gens de notre secteur, ils savent à peu près ce que c'est. Le grand public, lui, ne sait pas encore ce que ça veut dire. Donc, en gros, apparemment, 6 Français sur 10 ne sait absolument pas ce que veut dire le terme Big Data. Donc ça donne une indication d'où on en est. Et puis une autre indication qui est que
près de 4 Français sur 10, en gros, seulement 4 Français sur 10 font confiance aux entreprises dans leur capacité à gérer leurs propres données de manière, on va dire, éthique ou transparente, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Sachant que, bon, évidemment, il y a tous les fournisseurs américains, hein, les fameux GAFA dont on parle tout le temps, mais il n'y a pas que cela. Il y a tous les fournisseurs français, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, votre opérateur de téléphone mobile, on ne sait pas ce qu'il fait des données et tout. Et donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Et dans ce salon Big Data, qui commence à prendre du poids, à noter que la conférence plénière, c'est le lien entre Big Data et intelligence artificielle. Et là, je pense que c'est finalement quelque chose d'assez intéressant parce que on a beaucoup parlé, on a fait référence d'ailleurs récemment à une conférence de Yann Lequin au Collège de France. Finalement, l'intelligence artificielle n'est peut-être pas aussi intelligente que ça au sens intelligence humaine, évidemment, parce qu'on dit artificielle, mais en fait l'idée c'est que finalement, ces volumes de données absolument gigantesques ont fait progresser, enfin permettent d'alimenter des modèles statistiques de manière beaucoup plus intelligente. Et c'est ça où il y a eu de gros progrès. De telle sorte que finalement, lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes qui soient bien spécifiques, par exemple le traitement de la parole, par exemple la reconnaissance des images, par exemple, on en a parlé, le jeu de Go, les échecs, on a réglé le problème depuis un certain temps. Quand il s'agit de problèmes dont les règles sont très précises, là, la machine est très très forte. En revanche, quand il s'agit de s'atteler à des problèmes beaucoup plus larges, je sais pas, par exemple, définir ce qui est beau, hein, des choses aussi vagues que ça, là, il y a encore... un peu de marge de travail. Oui, donc ça sera vraiment pas pour notre génération. Donc c'est vraiment ce lien entre Big Data et intelligence artificielle, finalement, qui ne serait que les deux faces d'une même chose qui est en train de se faire jour. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et pour conclure, alors, pas de coup de gueule cette semaine, mais un hommage, puisqu'on peut dire que l'email est orphelin, hein, si j'ai bien compris. Parce que le créateur de l'email est décédé la semaine dernière. Absolument. Alors finalement, c'est pas quelqu'un dont le nom est connu de beaucoup de gens. C'est pas quelqu'un qui aura fait une grande fortune de sa création. Mais effectivement, c'est un développeur américain, à l'époque on parlait de programmeur, qui s'appelle Ray Tomlinson, qui travaillait au début des années 70 et qui a été, enfin en tout cas c'est à lui qu'on attribue la création de la messagerie électronique. En fait, il a développé le premier programme qui, finalement, au départ, était un assemblage entre deux applications, l'une dont la fonction était envoyer un message, donc send message, et une deuxième qui était de copier des fichiers d'un ordinateur à un autre. Et donc, il a fusionné les deux. Et de ça est né l'ancêtre de la messagerie électronique. Alors au début, il s'amusait, il avait 2 ordinateurs, des PDP de Digital Equipment de l'époque, et donc il envoyait des messages d'un ordinateur à un autre. Et alors la légende, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en gros dit qu'il s'est mis à développer ce programme parce qu'il en avait un peu assez de téléphoner à des gens qui ne répondaient jamais au téléphone. Donc il s'est dit, finalement, on va essayer de passer par l'écrit, ce qui en soi n'était peut-être pas une excellente idée, parce que quand on voit maintenant ce qu'il advient des mails, et dont bien souvent on attend les réponses quand on les a envoyés, mais enfin en tout cas c'est un outil très pratique. Et puis une petite chose assez amusante, c'est lui qui a utilisé le signe arrobas, dont beaucoup de gens ne savent pas trop le prononcer, qui a l'avantage de dire en américain de dire at. Donc at, ça veut dire chez quelqu'un. Et donc en gros, ce signe arrobas, il permettait, quand il a conçu son système, de relier deux univers différents, c'est-à-dire la personne qui envoyait l'email, ou à qui on voulait l'envoyer, et puis l'ordinateur sur lequel il fallait envoyer cet email, ou sur lequel il fallait le recevoir. Et donc c'est ce signe d'arrobas qu'on utilise encore aujourd'hui, et qui est
je dirais, le lien indispensable pour une adresse électronique. Donc on lui rend hommage parce que malgré tout, même si certaines entreprises ont décidé d'éradiquer la messagerie électronique, c'est quand même un outil qui facilite la vie dans beaucoup de situations. Eh bien, merci Guy, on conclura là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse hebdo vidéo. Merci, à bientôt.